y a un pont entre la préoccupation animaliste et la préoccupation écologique au sens large. Mais je m'arrête là et ça va apparaître, j'imagine, beaucoup plus par les interventions des unes et des autres. Alors j'ai l'honneur de vous présenter, eh bien on va démarrer de gauche à droite, donc de votre droite à la gauche, Brigitte Gauthier. Vous êtes cofondatrice de l'association L214 et je vous épargne de lui. L214, c'est là. Alors, ce n'est pas seulement une association dont on a rappelé dans le premier débat le travail essentiel en matière de vidéo depuis quelques années, mais c'est aussi L214, l'article du Code civil de 2015 qui édictait pour la première fois en droit français, c'est pas du tout ça, que l'animal est un être doué de sensibilité. Donc, alors vous verrez, j'ai la voix un peu cassée. C'est en 1976 dans l'article L214.1 du Code rural. Et c'est passé dans la réforme du Code civil en 2015. En 2015, dans le Voilà. Code civil avec un autre numéro. Le Code civil, c'est encore plus important que le Code rural. Et donc voilà l'origine de L214. Corinne Pelluchon, vous êtes philosophe, et parmi vos nombreux ouvrages, on retiendra récemment le Manifeste animaliste en 2015. Ah bah décidément, pourtant j'avais préparé, je me suis dit c'est bien, j'ai lu des choses, etc. Et toutes mes informations sont un petit peu, donc merci de les corriger. 2017, le Manifeste animaliste aux éditions Alma. Et Léopoldine Charbonneau, vous êtes directrice du CIWF, je ne sais pas faire de bêtises, Compassion on World Farming, compassion pour l'élevage mondial. Et vous nous le redirez rapidement, c'est une association qui a été créée par des éleveurs, c'est important. Et puis Stéphane Dinard, vous êtes éleveur aussi, paysan, vous vivez en Dordogne, et vous allez nous expliquer votre démarche, et du coup, vous présidez actuellement l'association Quand l'abattoir vient à la ferme. Alors voilà, je vais juste, eh bien Corinne, vous allez commencer à nous cadrer un petit peu la question philosophique et éthique de l'animal. On a chacune et chacun 8 minutes. On va respecter les temps de façon à avoir peut-être des échanges entre vous et puis un échange avec la salle tout à l'heure. Donc Corinne, allez-y pour 8 minutes. Ça marche là ? Normalement, oui, sinon prenez celui-là. D'accord. Alors bonjour, donc en 8 minutes, ça va être du sport. Je vais donc me limiter à quelques remarques, essayant de voir pourquoi la cause animale aujourd'hui s'impose dans la société de manière profonde, irréversible, en tout cas théoriquement. Et ensuite, je parlerai un petit peu de stratégie, pour que les choses avancent concrètement, ce qui n'est pas encore le cas. Alors je crois qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles cette cause s'impose, et ça a été suggéré tout à l'heure, c'est que les violences infligées aux animaux tous les jours, à élever pour leur chair ou leur peau, et pas seulement eux, mais là, cette table ronde, on se focalise sur l'élevage, et bien ces violences sont le miroir de ce que nous sommes devenus au fil des siècles, sont le miroir d'un modèle de développement fondé sur l'exploitation sans limite des autres vivants et sur le profit, non pas la richesse, mais le profit de quelques-uns qui commandent finalement la réduction des coûts de revient au mépris des normes éthologiques, des besoins de base des êtres que personne ne songe à penser à assimiler à des machines aujourd'hui, et au mépris de leur subjectivité. Ce qui fait qu'il y a une première injustice qui est qu'on s'octroie une souveraineté absolue sur des êtres qui pourtant devraient être détenus ou élevés en fonction, en respectant leurs besoins de base et leur subjectivité. Mais il y a aussi une deuxième injustice qui est que ce modèle de développement, donc c'est beaucoup plus global ici, on voit, eh bien, dont les animaux sont les victimes, eh bien, est aussi aveugle aux limites planétaires, au coût environnemental, et la viande a un coût environnemental massif. C'est aussi une troisième injustice liée aux personnes qui travaillent dans des conditions difficiles, dans les abattages, dans les élevages industriels. Le travail est organisé en fonction d'un chiffre maximal de production et non en fonction du sens des activités. L'élevage n'est pas une industrie, etc. Et puis la quatrième chose qui témoigne là d'un problème civilisationnel, c'est que pour accepter, tolérer ce qui est finalement inacceptable et qu'on ne peut à peine appréhender, puisque c'est des milliards de vies complètement
complètement diminué. Et eh bien, il faut se cliver, s'insensibiliser, et cela génère une sorte de dégradation morale des êtres. Donc la souffrance animale nous renvoie finalement le miroir de ce que nous sommes devenus, de ce que nous avons laissé faire, et beaucoup de jeunes aujourd'hui se révoltent, s'indignent contre cela, et la cause animale n'est pas seulement un îlot éthique, elle devient l'occasion, le chapitre essentiel d'une protestation contre ce modèle de développement, et aussi le chapitre essentiel de la promotion du désir de promouvoir une sortie de ce modèle de production et de consommation et de distribution des biens que l'on échange aujourd'hui comme des téléphones mobiles sur un marché dérégulé. Donc vous voyez que la cause animale, loin d'être la préoccupation de vieilles dames qui s'occupaient seulement des chats et des chiens, eh bien, est aussi fondamentalement une question politique et civilisationnelle, profonde, universelle, irréversible, touchant les personnes qui s'abstiennent de chair animale et aussi touchant les éleveurs qui sont aussi les victimes de ce système. Donc il y a première raison, deuxième raison, j'irai plus vite, eh bien on voit qu'il y a une convergence entre 4 domaines fondamentaux de ce qu'il faut appeler une transition écologique et solidaire, en prenant le mot écologique au sens fort du terme, une manière d'habiter la Terre autrement et de cohabiter avec les autres vivants, humains et non humains, et les animaux s'invitent là-dedans, mais pas seulement. La justice sociale, l'environnement, donc dans la justice sociale, je parle aussi des conditions de travail, l'environnement, la santé, qui est évidemment fondamentale dans les enjeux d'alimentation, et l'élevage industriel avec les antibiotiques et tout ça a un impact évidemment sur la santé des personnes, et la cause animale, ces 4 domaines convergent pour justement que nous, quelles que soient les conséquences que nous en tirions dans nos styles de vie, eh bien nous soyons les acteurs d'un changement qui fera que nous vivions dans un monde plus juste, plus soutenable, qui permettra notre survie, puisque le réchauffement climatique, nous sommes à 1,3 aujourd'hui de réchauffement climatique, d'augmentation. C'est vraiment, ça veut dire qu'il y aura des effets géopolitiques, des effets au niveau de notre survie, de la santé, mais aussi des choses qui vont mettre les démocraties à genoux, elles qui le sont souvent déjà, puisqu'elles se mettent aussi à genoux devant les lobbies. Et c'est juste une parenthèse que je ferai. Ayant dit cela, souligner l'universalité, la profondeur de la cause animale, s'invitant au cœur de la transition écologique, qui est également solidaire, eh bien, nous ne pouvons que manifester un double décalage. Le décalage entre cette prise de conscience que beaucoup de personnes ont, grâce à tout ce qui a été fait par la 14 et les autres, et en même temps, ils tardent à changer leur style de vie, parce que justement, le système est fait pour que nous ne croyions pas tout à fait ce que nous faisons, tout ce que nous savons, et pour que nous ne changions pas vraiment. Et parce que justement, la déshumanisation, c'est ça, c'est que nous sommes clivés, dissociés. Et le deuxième décalage, particulièrement flagrant dans notre pays, c'est ce décalage entre une société civile convaincue et des représentants politiques qui ne font rien. Alors, quelle stratégie? Quelle stratégie dans ce contexte difficile? Difficile en particulier en France, puisque contrairement, ça va être dit tout à l'heure par Pascal Durand, contrairement à d'autres pays qui ont avancé sur tel domaine, pas toujours sur tel autre, mais enfin, chasse à court, les champions du monde, c'est la France. Bon, il y a beaucoup de pays qui arrêtent les cirques avec animaux sauvages, etc. Mais je pense que Léopoldine en parlera, il y a aussi des avancées pour l'élevage, même industriel, il n'y a plus de mutilation. Nous ne bougeons pas. Alors, quelle stratégie? 2 mots, et je vais conclure. Eh bien, au lieu d'opposer dans des polémiques stériles dont nous sommes les champions, d'un côté les abolitionnistes, dont nous sommes, qui ont comme horizon la fin de l'exploitation, puisque on prend au sérieux la sensibilité des animaux, on a du mal à vouloir les conduire à une mort provoquée, mais au lieu de nous opposer aux welfaristes qui s'en tiendraient seulement à l'amélioration de la condition animale sans remettre en cause l'exploitation, il faut faire se chevaucher un temps long où on travaille avec l'éducation à changer des styles de vie, ça met du temps, il faut de l'innovation dans la mode, l'innovation dans l'alimentation, il faut accompagner, et un temps court où il faut imposer, mais ensemble, éleveurs et nous, animalistes, ensemble, et de manière généreuse, loin des polémiques que l'on laisse à ceux qui n'ont que cela, c'est-à-dire pas grand-chose, et bien avancer en proposant des pistes concrètes, et ce n'est pas du tout un statu quo, et je m'arrêterai là, puisque si on avance en disant, par exemple, que puisque la plupart des personnes dans notre démocratie pluraliste ne sont pas encore d'accord que
cesser l'alimentation carnée, au moins on peut faire en sorte qu'on aide les personnes, les éleveurs, à vivre de leur vie et à faire le moins de mal possible aux animaux. Et ça demande de réorienter la PAC, de réorienter les aides pour le bio et de s'opposer systématiquement au traité transatlantique, de dénoncer l'ensemble des contradictions flagrantes du gouvernement actuel et d'empêcher aussi ces castrations à vif des porcelets. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut ensemble mettre comme des lignes d'accord sur nos grands désaccords malgré tout, et travailler à imposer, et je crois, et je finirai par ça, qu'actuellement il ne faut pas trop attendre des politiques, mais je crois qu'il faut vraiment s'organiser et au niveau de la stratégie, considérer que ce que nous avons en commun est plus important que ce qui peut nous diviser, et ça, le mettre en avant. Et ça permettra aussi d'être très fort quand nous demanderons avec vigueur la suppression de pratiques qui, elles, ne sont que négatives et qui, d'ailleurs, sont vues comme telles par la majorité des personnes, c'est-à-dire la chasse à courre, la corrida, les delphinariums, les animaux sauvages dans les cirques, le foie gras, la fourrure, donc ça fait beaucoup, mais déjà, si on faisant ça, je crois que personne ne veut. Corinne Pelluchon, alors vous êtes L214 abolitionniste, peut-être vous allez nous rappeler ce que c'est, mais que ça a été évoqué par Corinne Pelluchon, et puis par rapport au cas qui vient d'être posé, vous vous situez plutôt dans le court terme, dans le long terme, comment faut-il agir? Alors moi je vais avoir du mal à être aussi convaincante et aussi organisée que Corinne, aussi percutante. J'adhère à 100% des propos qui viennent d'être tenus, évidemment. Donc les abolitionnistes, ce sont les organisations, personnes qui visent la fin de l'exploitation des animaux et la pleine reconnaissance de leur sensibilité et donc la pleine reconnaissance de leur individualité, de les prendre en considération pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement proposer, par exemple, d'améliorer leurs conditions d'élevage, de transport ou d'abattage, on va aussi remettre en question la légitimité de les utiliser comme ressources alimentaires, par exemple. Donc, on va être là-dedans. 8 minutes top chrono, du coup. Ouhou. Il en reste 7. Le scandale dans les abattoirs, faut-il remettre en question l'alimentation carnivore? C'était le sujet qu'on m'a posé. J'ai 8 minutes, pas 2 heures. Alors, la réponse, pour la faire courte, c'est oui, évidemment. Les abattoirs, les enquêtes, les scandales dans les abattoirs, comme on les a appelés, c'est quelques minutes sur des heures, des jours où il se passe la même chose. Et c'est ce qui se passe en ce moment même, pendant que nous on parle ici. Dans certains abattoirs, on continue d'abattre les animaux, 3 millions d'animaux par jour. On en a montré par nos images quelques centaines, quelques milliers. Juste une illustration, la chaîne d'abattage chez Doux, qu'on a montré au mois de septembre l'année dernière, c'était 240 animaux par minute, donc 4 par seconde. C'est juste un abattoir dont je parle là. Les animaux, eux, dans ces lieux-là, ils sont inquiets au mieux, stressés, terrorisés, mais ils font preuve de résistance. Les ouvriers sont complètement dépassés, leurs conditions de travail sont terribles, on leur demande de faire l'impossible, tuer avec gentillesse des individus qui ne veulent pas mourir et qui le manifestent. Les conditions d'abattage qui ont choqué tout le monde, c'est des conditions d'abattage classiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser des procédés soit par destruction d'une zone du cerveau, par un pistolet à tige perforante, donc on fracasse le crâne et on abîme une région du cerveau, soit par électronarcose, entendez décharge électrique mise directement dans le cerveau, soit par gazage, là on vous met dans une atmosphère contrôlée qui provoque votre asphyxie, très douloureuse pour les cochons, ça a été prouvé et assez longue, soit en abattage sans étourdissement. Donc ça, ce sont des souffrances pour les animaux qui sont accentuées par les infractions qu'on a pu démontrer par les enquêtes filmées qu'on a fait. Mais les infractions, c'est pas ce qui a choqué. Hein. Ce qui a choqué, c'est juste l'abattage. C'est l'abattage, la mise à mort d'un individu qui ne veut pas mourir. C'est de la violence à l'état pur. Alors, est-ce qu'on était devant des cas isolés? C'est un peu ce qu'on nous a renvoyé. Ben non, 80% des chaînes d'abattage ont été déclarées non conformes par les contrôles demandés par Stéphane Le Foll suite
à la 3e vidéo d'enquête qu'on a montrée à l'abattoir de Mauléon-Guichard. Et un procès va se tenir les 17 et 18 septembre prochains. Alors, tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir, ben, finalement c'est une question d'éthique. Est-ce qu'on peut s'autoriser à faire ça ? Ça implique généralement de la contrainte, de la violence. De toute façon, et c'est ce qu'on peut voir sur les images d'abattoirs, les animaux, il faut les faire avancer violemment, il faut les contraindre. Sauf si, par exemple, on était un sniper posté quelque part, les animaux ne se doutent de rien, et paf, une balle en pleine tête. Bon, mais ça nie encore les groupes sociaux, puisque les animaux, entre eux, établissent évidemment des relations, et que lorsqu'on en tue un, eh bien les autres sont complètement désemparés aussi. Là, on parle de l'abattoir, mais on pourrait très bien parler de l'élevage, du transport, de la pêche, de l'aquaculture. Les conditions d'élevage, transport, pêche, aquaculture, elles sont aussi terribles. Alors, s'il y a tant de souffrance, tant de violence sur autant d'individus, ça devrait nous poser question. Ça devrait nous poser la question de est-ce que autant de souffrance et de mort sont nécessaires ? La réponse aujourd'hui, 21e siècle, c'était pas la même au temps préhistorique. La réponse aujourd'hui est clairement non. Ici, aujourd'hui, en France en tout cas, on peut affirmer qu'on est capable de se nourrir autrement. D'où la réponse oui, très courte de tout à l'heure. Ça demande une remise en question sur la façon dont on traite les animaux. En fait, même au regard des personnes qui continuent de consommer de la viande aujourd'hui, qui ne sont pas abolitionnistes, les images qu'on peut montrer, notamment sur les élevages intensifs, sur les mutilations, sur les conditions d'enfermement, elles sont proprement scandaleuses. Quand on montre le broyage des poussins, tout le monde est scandalisé. Quand on montre la castration à vif des porcelets, tout le monde est scandalisé. Quand on peut percevoir la détresse d'une vache et d'un veau quand on les sépare, tout le monde est scandalisé. Donc il y a un consensus là-dedans, dès qu'on est au courant des pratiques. Parce qu'avant qu'on montre les images de sexage, de broyage, aussi bien des jeunes poussins issus des souches de poules pondeuses ou des canettes issues des filières foie gras, personne ne s'indignait puisque personne n'était au courant. Donc tout ça, on a déjà un accord là-dessus, au moins sur l'élevage intensif, certaines pratiques et certaines conditions d'abattage, qu'on soit vegan, antispéciste ou pas. Là, il y a vraiment un accord. Alors Corinne est revenue aussi sur les externalités négatives, c'est-à-dire les conséquences sur l'environnement, sur la santé publique, sur les conditions de travail, sur l'argent gaspillé par l'intermédiaire des fonds publics qui y sont attribués. Donc engager une transition dès maintenant. On a vu que nos politiques, effectivement, ils étaient à la ramasse sur le projet de loi alimentation, avec des emballages de bien-être animal qu'on nous sert alors qu'on est en train de parler des pires conditions de vie pour les animaux. Par exemple, les cages pour les poules pondeuses, ça a été appelé des cages bien-être. Stéphane Le Foll, qui se déplace dans un abattoir, il va nous parler de bien-être animal. Bien-être animal dans un abattoir. C'est montrer à quel point certains politiques sont déconnectés, mais totalement de la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Continuer. Déjà, faire cesser les infractions. Deuxièmement, continuer à faire reculer les cruautés. Essayer d'obtenir l'interdiction de certaines pratiques. Et comme obtenir les interdictions par les politiques, c'est compliqué, continuer à démarcher les entreprises. C'est ce qu'on fait notamment sur la question des œufs de poules pondeuses élevés en cage. Continuer à développer les alternatives véganes. Parce que quand on diminue sa consommation, quelle que soit la raison dont on le fait, on se tourne vers d'autres alternatives. Il faut manger autre chose que des produits d'origine animale. Et puis, continuer de faire réfléchir, continuer de construire une société multi-espèces qui respecte chacun. Ne pas éluder cette question-là, qui est une question fondamentale de civilisation. Et voilà, ça c'est vraiment important. Donc la réponse à la première question qui était posée, scandale dans les abattoirs, faut-il remettre en question l'alimentation carnivore ? Oui, et faisons-la reculer tous ensemble et continuons de nous poser la question d'arriver à un accord sur ces questions-là.
Merci Brigitte Gauthier. Alors Stéphane Dinard, vous êtes éleveur. Est-ce que, puisqu'il y avait un consensus dès qu'on est au courant des pratiques, est-ce que si on change les pratiques, ça va changer la problématique générale? Et puis comment faire changer les pratiques? Faire changer les pratiques, il faut revenir à un élevage plus réaliste, c'est-à-dire on n'a pas par exemple les animaux vivant en plein air, que ce soit les vaches, les cochons ou les volailles. La castration se fait par un vétérinaire, quand je veux faire castrer un veau ou un porcelet. Et en ce qui concerne l'abattage, je pratique donc l'abattage à la ferme, sur le lieu de vie des animaux, pour éviter le transport et le stress avant d'arriver à l'abattoir. Donc on s'entoure des personnes compétentes pour le réaliser dans les meilleures façons possibles. On met les outils en place pour le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et quand on a fait le choix d'abattre un animal, par exemple si c'est un veau, on attend que le veau soit sevré, qu'il ne soit plus, que la mère ne s'en occupe plus en fait, ne soit plus attachée à lui. Si c'est le taureau, on attend d'avoir un jeune taureau qui va prendre sa place de manière à ne pas désorganiser la vie du troupeau. Et si c'est une vache, on ne prend pas la dominante dans un premier temps. Si on prend la dominante, on attend qu'elle ait déjà passé l'âge d'être dominante en fait. Donc, et pour les porcs, pareil. Donc moi, quand j'ai fait ces choix-là, j'ai commencé mon activité en 2005 et en 2007, j'ai arrêté d'aller à l'abattoir. Donc j'ai fait ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous avait motivé pour arrêter d'aller à l'abattoir? En fait, j'ai fait ce choix-là parce que les animaux naissent à la ferme, sont élevés à la ferme dans les meilleures conditions possibles. Et j'avais le sentiment de les abandonner quand je les amenais à l'abattoir en fait. Et de ne pas aller au bout de ma démarche d'éleveur. Donc une fois que j'ai fait ce choix-là, il a fallu trouver des gens compétents pour le réaliser. Donc ce que j'ai fait. J'ai entendu parler des travaux de Jocelyne Porcher, donc j'ai pris contact avec Jocelyne Porcher et on a décidé en 2014-2015 de fonder l'association Quand l'abattoir vient à la ferme. En 2016, on a été auditionné par la commission Falorni sur le sujet. On a été auditionné par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on leur expliquait, ce qui nous a bien étonné non plus. Il a fallu passer par là pour commencer à faire évoluer les choses. Plus récemment, on a participé aux États généraux de l'alimentation, on a pu déposer des amendements. C'est-à-dire qu'au sein de notre association, il y a d'autres associations, syndicats. Aujourd'hui, il y a un grand nombre d'éleveurs, de vétérinaires et de consommateurs qui nous rejoignent. Donc on a obtenu les autorisations pour expérimenter sur un délai de 4 ans des outils comme les remorques d'abattage qui servent à abattre l'animal sur le lieu de vie, l'abattre et le saigner, et le transporter dans un délai imparti de 1 heure, 1 heure et demie à l'abattoir le plus proche où il est pris en charge, ou le camion abattoir qui lui vient sur la ferme et qui réalise toutes les étapes en fait. Comme ça se fait en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Hongrie, le Luxembourg s'y met, et la Pologne aussi, donc on est un peu en retard. Donc voilà, on a donc maintenant la continuité au niveau de cette action-là, ça va être de définir les modalités, qui va financer quoi et comment on va organiser en fait tout le process pour que ça puisse se généraliser pour les éleveurs qui le souhaitent. On est dans une démarche de proposer aux éleveurs qui le souhaitent d'avoir le choix au niveau de leurs animaux. Après, en ce qui concerne l'élevage, toute la problématique liée à l'abattage est liée à partir du moment où on a décidé d'industrialiser l'élevage, quel qu'il soit, pour fournir la grande distribution et l'agroalimentaire. Donc, si on veut revenir à une alimentation de qualité et saine, il faut revenir à l'élevage tel qu'il était pratiqué auparavant. C'est-à-dire qu'après-guerre, les industriels sont arrivés, ont expliqué aux paysans que ce qu'il fallait faire pour nourrir tout le monde, c'était l'élevage industriel. On sait ce que ça a donné, la maltraitance animale, des problèmes de santé publique, les problèmes sur l'environnement. Donc aujourd'hui, si on veut enrayer ce process, il faut revenir à des solutions, on va dire, plus humaines, et qui, à mon avis, en plus, seront créateurs d'emplois. Si on en revient un peu aux discussions par rapport au loup tout à l'heure, il faut remettre plus de bergers. Je vois dans mon secteur, en Dordogne, bon, on n'est pas encore envahi par les loups, mais je vois qu'on est en train de relancer le pastoralisme, voilà, qui est une solution, je pense, au niveau de l'élevage. C'est-à-dire que les animaux sont amenés dans les sous-bois, sur les terres en jachère, et donc ils entretiennent le paysage, et voilà. Donc il faut revenir, je pense, à ce type d'élevage, pour arrêter l'élevage industriel. Donc ça passe aussi par le fait de consommer moins de viande, mais consommer une viande de meilleure qualité. Et il en va de même au niveau, mais quel que soit notre type d'alimentation, parce qu'à l'heure actuelle, pour faire court, on parle un peu du bio, mais
À l'heure actuelle, le bio est en train de s'industrialiser. Il y aura bientôt des magasins, la grande distribution va avoir ses propres magasins bio. Donc on va repartir dans les mêmes travers, mais sous couvert que ça sera du bio, ça sera plutôt les mains. Donc en fait, comment il faut que ce soit le consommateur qui se réapproprie son alimentation, quel que soit le choix de son alimentation, c'est de se rapprocher de ceux qui la produisent et de voir comment on va la réaliser. Que derrière la question animale telle qu'elle se pose aujourd'hui dans un pays comme la France, c'est la question du système agricole qui est en jeu et donc de la société et son rapport à la ruralité. Absolument. De toute façon, on en a déjà parlé ici, il est acté que le climat est en train de changer. On en voit les conséquences. Il y a eu de très grosses sécheresses sur toute l'Europe du Nord. Donc des rendements de céréales moindres. Une problématique pour nourrir les troupeaux, mais et même une problématique en général, quand il y a une sécheresse, ça concerne tout le monde, que ce soit un maraîcher, un céréalier ou un éleveur. Donc il va falloir repenser à des méthodes qui supporteront ce changement climatique. Mes animaux, c'est des animaux de race rustique. Mes vaches, c'est la race Dexter, c'est des animaux qui font 350 kg vivants. J'ai des porcs de race rustique aussi qui vivent en sous-bois. Voilà, des animaux qui passeront mieux que les animaux d'élevage actuels, le changement climatique à mon sens. Ils sont moins contraignants à nourrir, moins consommateurs en énergie, que ce soit l'eau ou leur alimentation. Voilà, moi, mes cochons sont nourris avec des déchets de céréales. Après, il y a ce qui est produit sur place, la marante, les kénopodes, le pourpier, voilà, c'est des choses comme ça. Je ne cultive pas spécialement, je faisais de la betterave fourragère, j'ai arrêté parce qu'il y a trop de contraintes et je ne suis pas sûr des résultats à chaque fois. Donc je m'intéresse à ce qui pousse naturel sur mes terres et je fais avec ça. Dans cette démarche, peut-être pour conclure, vous arrivez, ce qui est quand même aussi essentiel, à vous en sortir économiquement, à faire vivre votre foyer Non, je travaille à côté dans une assoce 30 heures par semaine à l'heure actuelle. Et après, tant qu'on resterait dans une démarche, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte uniquement, et si quelqu'un ici peut définir exactement ce qu'est un prix juste, voilà. Donc à l'heure actuelle, si on élève un porc, je fais du porc, je les élève sur une période de 18 mois. Pour dire qu'on vit de son travail, il faudrait en mettre en cause dès le départ. Est-ce que les gens sont payés à la juste valeur de leur travail à l'heure actuelle, que ce soit une personne qui travaille chez Renault, ou même une personne en abattoir, ou un fonctionnaire, enfin, je veux dire, voilà, quoi. Donc c'est remettre les choses. Lorsqu'on était auditionné par la commission Falarni, on nous expliquait qu'à l'heure actuelle, dans le budget de la famille, l'alimentation était en 5e position. Donc c'est aussi aux consommateurs de se dire quelles sont ses priorités à lui aussi. Donc c'est un ensemble de choses, on ne peut pas répondre comme ça au cas par cas. Je pense qu'il faut prendre les choses en globalité et avoir une vision plus large de l'ensemble de ce qui nous concerne en règle générale. Merci Stéphane Dinard. Une vision aussi très concrète. Léopoldine Charbonneau, donc directrice du CIWF, Compassion on World Farming, j'y arrive. Quand on a préparé, j'ai été frappé, le chiffre a été rappelé par Brigitte Gauthier, 3 millions d'animaux abattus chaque jour en France. Quasiment 1 milliard chaque année, quand on a discuté, dont 900 millions de volailles. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a dit, l'élevage industriel et des solutions d'agriculture paysanne plus respectueuses, comment vous imaginez d'aller vers des solutions? Alors, c'est tout le but de CIWF, donc, qui a été créé il y a plus d'une cinquantaine d'années par un éleveur laitier qui à l'époque qui était éleveur extensif et à qui on a proposé de diversifier son activité en ayant un atelier poule pondeuse en carré. Et donc ça l'a fait réagir en se disant que cette intensification de l'élevage est juste contre nature pour des raisons de bien-être animal, mais aussi déjà à l'époque pour des raisons d'environnement. Ça lui paraissait totalement aberrant. Donc il a créé CIWF il y a plus de 50 ans avec une vision d'un monde où les animaux sont traités avec respect et compassion, d'où notre nom. Avec un background effectivement d'éleveurs. On travaille maintenant sur les parties élevage, transport et abattage. On a pour but de mettre fin à l'élevage industriel et d'améliorer à court terme les conditions d'élevage et à long terme de mettre fin à l'élevage industriel. Sans forcément mettre fin à tout l'élevage. On a eu cette approche, initialement bien-être animal, mais
aussi sur les autres impacts de l'élevage industriel, on l'a dit et redit, et c'est aussi pour ça qu'on est là, sur l'environnement, sur la santé publique, sur l'utilisation des antibiotiques, sur la planète, sur les humains aussi, sur l'injuste répartition des ressources. Et donc pour CWF, voilà, l'élevage industriel est ni durable, ni moralement acceptable sur tous les plans. Donc on travaille à sensibiliser le grand public, comme il était dit un peu plus tôt, il y a encore plein de gens qui ne savent pas, vous je pense en public vous êtes très sensibilisés, il y a encore énormément de gens qui ne connaissent pas les différentes conditions d'élevage, l'étendue de l'élevage industriel, en France c'est 80% des animaux qui sont en élevage industriel, on ne les voit pas, ils sont enfermés. Donc, et c'est principalement porcins, volailles, vous disiez, donc c'est pas forcément l'image bucolique qu'on peut avoir de l'élevage français. Les pistes que nous on explore pour faire changer les choses. Vous parliez de solutions dans l'intitulé qui me revenait. À CWF, on essaye de faire avancer le maintenant et en travaillant sur différentes cibles et puis en travaillant en parallèle sur le changement macro, le changement plus large de politique alimentaire. Donc quelques exemples peut-être du court terme, c'est de travailler avec les entreprises agroalimentaires dans une politique de petits pas. Donc les, entre guillemets, moins vertueux, les faire avancer, faire que le conventionnel soit plus acceptable et que ça soit le début d'un changement vers un meilleur système au fil du temps. C'est vraiment le petit pas de court terme, sachant qu'on pousse les entreprises de façon quand même assez forte pour s'engager, notamment sur toutes les espèces les plus industrielles. En parallèle, et sur le temps un petit peu plus long, on essaye de faire avancer la réglementation, que ce soit au niveau français ou européen. On voit que c'est difficile. On a la loi agriculture et alimentation qui va dans sa dernière lecture la semaine prochaine. Les avancées en termes de bien-être animal, il y a l'expérimentation de l'abattage à la ferme, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Un des éléments que nous on a beaucoup poussé et qui semble faisable, c'est l'étiquetage du mode d'élevage. Donc c'est l'information consommateur, ça revient un peu à la sensibilisation, qu'on puisse choisir en connaissance de cause. On a vu que ça a marché pour les œufs. Voyons si ça peut. Voilà. Le consommateur, il n'a pas l'information. S'il veut acheter du jambon au supermarché, il a plus de sel, moins de sel, poigne, pas poigne. Il ne sait pas comment l'animal a été en grande partie, puisque 95% des animaux en France sont élevés intensivement. Donc ça, c'est voilà, de faire évoluer la réglementation nationale, la faire appliquer mieux. Par exemple, on travaille beaucoup sur les transports longue distance. Il y a une réglementation, elle est insuffisante, elle est mal appliquée, elle est systématiquement contournée, les sanctions sont non dissuasives, donc vraiment, et une souffrance qu'on a tous vue sur les routes de France, et bien au-delà, bien sûr, quand c'est vraiment. Un autre sujet sur lequel on va s'attaquer beaucoup, et c'est un sujet qui, je pense, peut intéresser tout le monde et qui peut fédérer, c'est on lance très prochainement une initiative citoyenne européenne, qui est une super pétition européenne, pour mettre fin à toutes les cages pour tous les animaux de consommation, d'élevage, de consommation. Voilà, on a cette ambition qui est peut-être utopique, mais qui est essentielle, de se dire, voilà, on va mettre fin aux cages pour les poules, les lapins, les cailles, les truies, les veaux, pour voilà, vraiment pouvoir mobiliser, sensibiliser, et en même temps avoir un véhicule où on demande aux instances européennes de légiférer. Voilà, donc on vous appellera tous à signer, et toutes les associations justement à relayer. C'est le but, c'est de ne pas le prendre pour soi, mais le fait vraiment contre les cages. Donc ça, c'est un temps moyen. Et puis sur le plus long terme, on travaille aussi sur montrer aux instances intergouvernementales, internationales, européennes aussi, il y a la PAC, qu'un monde sans élevage industriel est absolument nécessaire à une alimentation durable. On ne peut pas avoir une alimentation durable avec un élevage industriel, c'est juste en dépit du bon sens, c'est marcher sur la tête, c'est mettre beaucoup de calories pour ressortir peu, indépendamment de toute éthique, c'est vraiment un système en dépit du bon sens. Donc on travaille au niveau des instances internationales, des Nations Unies, pour aller vers un accord où on va aller vers une agriculture post-industrielle, où on réinvente un modèle, où peut-être on prend les connaissances qu'on a peut-être perdues, on utilise la science pour les améliorer et pour les rendre vraiment pérennes, pour nous permettre d'avoir une alimentation durable et respectueuse des animaux et de l'environnement. Les orateurs sont
tout cas très respectueux des temps de parole, ce qui est formidable, parce que vos idées sont tous les cas très claires et que, en même temps, ça nous laisse du temps pour un petit peu discuter. Moi, j'ai plusieurs questions avant que, évidemment, vous, dans la salle, vous méditiez vos propres questions. Moi, une question, j'ai l'impression qu'on serait d'accord, par exemple, sur un certain nombre de choses, de solutions pratiques qui ont été évoquées, mais pourquoi est-ce qu'en France, puisqu'apparemment dans d'autres pays ça évolue plus vite, pourquoi il y a un tel blocage en France sur ces évolutions? Je ne vais pas citer M. Travers et d'autres, mais voilà, quelle est la particularité française, des politiques françaises peut-être sur cette question animale? Brigitte Gauthier, allez-y, et puis si d'autres. Alors Brigitte, et puis Stéphane et Corinne. Alors pourquoi on n'avance pas en France? Je pense qu'il y a déjà un manque de courage politique et il y a une indifférence aussi politique. Enfin, je pense qu'Emmanuel Macron, il s'en fiche éperdument de la question animale et il y a un manque de courage politique, il y a une obéissance, là on l'a vu aux États généraux de l'alimentation, si la majorité a décidé que tel amendement ne passerait pas, ben, ils votent tous comme un seul homme contre l'amendement qui a été proposé quasiment. Donc voilà, la France c'est un des premiers pays producteurs, premier pays d'élevage, premier pays aussi d'Europe, voilà. Et au niveau de la pêche, je crois qu'on est super bien placé aussi dans le mauvais sens du terme. Donc voilà, enfin là si on regarde les états généraux de l'alimentation qu'on nous a proposés comme réflexion, si on regarde la personne qui était responsable des états généraux de l'alimentation, il avait eu plusieurs mandats à la FDSEA, c'était monsieur Alain je crois. Ensuite quand on a eu le rapporteur à l'Assemblée nationale, c'était Jean-Baptiste Moreau, qui est éleveur et ex-patron d'abattoir. Au Sénat, c'était un autre dont j'ai perdu le nom, mais qui avait été accroché par Cache Investigation pour des conflits d'intérêts avec l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Donc voilà, enfin, le lobby de l'élevage intensif, en tout cas, il est très fermement implanté. Il y avait Dominique Bussereau aussi, qui avait été ministre de l'Agriculture et qui avait dit dans une interview, de toute façon, un ministre de l'Agriculture en France ne peut pas être nommé sans l'aval de la FNSEA, donc le principal syndicat agricole. Donc voilà, c'est déjà quelques premiers éléments. Stéphane, et ensuite Corinne. Stéphane Dinard, votre réponse. Bon, ça a été très bien résumé. Ce que je rajouterais, c'est évidemment cette situation-là, c'est le fait qu'on est trop passif en fait. Et il faut arrêter d'être attentiste. Il faut que tout le monde se dise mais moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, il faut reprendre la main en fait. Il faut s'organiser, se dire que mon alimentation maintenant ça va être ça. La préoccupation de l'environnement, c'est pas, il ne faut pas laisser la main aux politiques et aux industriels, sinon on s'en sortira jamais en fait. Donc c'est aux gens de se réapproprier leur vie à travers la qualité de leur environnement, de leur alimentation et voilà toutes les différentes étapes différents aspects de la vie sociale dans laquelle on est, quoi. Je veux dire, c'est à nous aussi, on ne peut pas que attendre. On voit que Nicolas Hulot a démissionné, mais c'est pas un messie, quoi. Je veux dire, donc au bout d'un moment, c'est sous notre responsabilité à tous aussi. Si on veut changer les choses, c'est à nous de le faire aussi. Voilà, il y a ça aussi qui est important, parce qu'on sait très bien que la puissance des lobbies aujourd'hui, soit agroalimentaire, mais il y a aussi des fabricants de matériel, il y a les industriels de la semence, parce que ce qu'on dit pour la viande, on va demain pour dans les parmi les 5 plus gros producteurs de céréales, un petit pays comme la France par rapport à la Russie, au Brésil, aux États-Unis, quoi. La France est dans les 5 plus gros producteurs de céréales au monde, quoi. Aujourd'hui, on voit du maïs partout, quoi. Dans le temps, la limite, c'était à partir de Bordeaux, quoi. Maintenant, vous allez à Lille, il y a du maïs, quoi. Avec ce que ça engendre, quoi. Merci. Corinne Pelluchon. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'il faut aussi oser innover, l'innovation, les alternatives pour l'alimentation végétale. Nous sommes assez en retard hein, quand on va dans un restaurant parisien non vegan. Si on est vegan, on a une carotte qui se bat en duel avec un... Même végétarien. Voilà, bon, c'est quand même... Donc l'imagination, l'innovation, le courage, mais je dirais, moi, et l'autonomie, hein, la capacité à prendre sa vie en main, à réorienter le sens de l'histoire, puisqu'on en est là, qui impose un changement de valeur. Hein. Quand vous disiez que l'alimentation est le 5e poste d'un budget, et le temps que les gens prennent, ou pas surtout, pour s'alimenter, c'est quand même incroyable. Alors que l'alimentation, c'est pas seulement une prise alimentaire, c'est aussi ce que j'incorpore. Donc je dis aussi la place que je confère aux autres, humain et non humain, quand je mange. L'éthique commence là.
dans mon rapport aux nourritures, qui ne sont pas seulement des ressources. Mais moi, j'ajouterais une chose spécifique pour la France. C'est le manque de générosité des élites politiques et intellectuelles qui passent leur temps à se crêper le chignon entre véganes et non véganes. Nous, en ce moment, il y a un bashing contre les animalistes où certains philosophes qui, sans doute, avaient des livres que peu lisaient, ont voulu avoir un peu de notoriété et un coup de contresens sur l'antispécisme, puisqu'ils nous font à croire que nous pensons que les humains et les animaux sont exactement pareils, ils nous disent qu'il faudrait nous marier avec nos chats et nos chiens, et bien disent n'importe quoi, et créent un climat qui érode la confiance dans le discours de la science, des intellectuels, etc. Les élites se comportent très mal, avec aussi cette tendance à toujours accuser les autres, à ne pas savoir travailler ensemble, coopérer. Donc ça, c'est vraiment... Et servir son ego plutôt que servir des causes. Des causes qui ne sont pas seulement la cause animale, qui sont celles du monde commun. Donc ça, je dirais que les élites françaises sont... Et vraiment, il y avait un politiste italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Diego Gambetta, qui parlait de machisme discursif, qui n'est pas l'apanage seulement des hommes. C'est cette manière de considérer que l'autre ne dit rien, qu'on sait tout, et non pas d'argumenter pour avoir la vérité, saisir, changer, faire un pas de côté, penser à ce qui peut avoir du sens pour tous. Et dans des sujets qui divisent, c'est vraiment important de construire ce commun. Mais vraiment... Pardon. Comment ? Pourquoi discursif ? Parce que justement, machisme discursif, c'est vraiment l'idée d'une communication qui écrase. Une communication où je ne me sers pas de l'argumentation et des mots pour chercher la vérité, on va dire, mais où j'essaie d'écraser, d'humilier, de prendre ma place, l'ego. Enfin, on voit que ça à la télévision. Et en plus, les médias, qui devraient avoir... c'est très important, la déontologie. Les médias, ils sont là pour informer, mais aussi pas pour que des égos soient comme ça dans un ring et faire de la place à des égos. Nous sommes dans un monde où qu'est-ce qu'on va voir dans 20 ans ? Le retour du fascisme, l'écologie, donc l'effondrement, et l'intensification de la souffrance animale. Ce monde-là, tout le monde est responsable de le faire. Donc vraiment, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun, ça a été dit, mais les élites sont très responsables de ce comportement. Et je pense qu'aussi, sur la question animale, pourquoi elle n'avance pas ? Parce qu'on perd son temps des débats qui ne sont pas intéressants. En plus, ils ne sont pas exacts. Hein, on ferait mieux... Non, mais là, c'est bien. Mais on se réfléchit. Non, mais c'est bien parce qu'on a du commun. Non, mais on prendrait une journée. En une journée, on dessine concrètement, on l'avait fait avec FNH, on dessine concrètement avec des éleveurs, des directeurs d'abattoirs, toute l'année. Moi, j'ai fait avec Alain Bougrain-Dubourg qui était là. On s'est vu avec des directeurs on peut avancer concrètement. D'abattoirs, etc. Ouais. Des gens différents. Hein. Puis il y avait la végane de service. Eh bien, franchement, on était d'accord sur l'essentiel. Ouais. Donc, en une journée, moi, je vous assure qu'on fait un programme politique majeur. Et ils ne font pas. Alors, ils le feront pas, là. Hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va être très malin. Moi, chaque jour, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour, pas seulement la cause, mais le monde commun. Mais c'est vrai aussi la cause. Alors, il faut en séduire un max. Allez, Corinne. Un max. C'est-à-dire, justement, tout le monde aujourd'hui, le broyage des poussins, informé, mais aussi accompagner cette information si difficile. Car voir ce qu'on fait aux animaux, c'est un tel traumatisme qu'évidemment la tendance est grande de se refermer, de se cliver. Donc il faut vraiment prendre conscience de toutes les stratégies psychologiques que les personnes mettent en place pour justement refuser ce mal. Léopoldine Charbonneau, quelle est votre réponse à la question pourquoi les politiques en France n'avancent pas sur la question animale? Et on applaudit Corinne Pédesson. Je crois qu'en France, on a du mal, enfin nous, CWF, on travaille dans plusieurs pays, enfin une dizaine de pays différents. On est d'origine britannique, donc on a peut-être cette approche plus anglo-saxonne aussi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des choix industriels qui ont été faits en France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et on nous ressort les mêmes... On avait des problèmes on a eu faim pendant la guerre, on avait des besoins en quantité, et on a développé un modèle industriel, soi-disant, pour vite sortir des grandes quantités. Et maintenant, on n'est plus du tout dans la même problématique, et on nous sort les mêmes choses.
Et donc on me dit, oui, mais il faut nourrir la planète, et puis il faut de la nourriture pas chère. Mais en fait, la nourriture qu'on vous présente comme pas chère, elle est super chère. Si on intègre toutes les externalités négatives, toute l'économie, le coût sur la santé, à tous les niveaux, c'est juste aberrant. Donc je pense qu'on a du mal à sortir, on s'est engouffré dans une voie et en faire marche arrière, ou changer cap, c'est difficile, et je crois qu'il y a effectivement peut-être un manque certainement un manque de volonté politique. Après, je rejoins ce que vous disiez, c'est qu'il y a aussi il y a besoin d'avoir des choix personnels, des gens informés, plus d'informations. Je crois que le modèle agricole qu'on a maintenant, qui est dominant et qui est industriel, est aussi très fort pour communiquer une image bucolique d'un élevage idéal. Et on a encore, même avec toutes les images qu'on peut divulguer, présenter, quand même, on a du mal à battre en brèche cette communication qui a 30-40 ans d'âge et qui continue à être une machine bien huilée. Donc je pense que c'est effectivement sur différents leviers, il y a différents éléments de blocage et il faut pouvoir ensemble agir sur tous. Alors très rapidement, Corinne. Oui, je dirais aussi qu'il y a un mépris pour la ruralité. Il y a un rapport ambivalent à la ruralité. Parce que si ce que nous disons est vrai, la question des nourritures, pas des ressources, mais les agriculteurs et les éleveurs ont un rôle de composition dans le paysage. Ils devraient avoir un salaire minimum. Moi, je ne suis pas pour l'allocation universelle, mais pour la revenu de transition écologique qui avait été mis au point par une Suisse, Sophie Swanton, pour une aide. Parce que si on veut une transition et une reconversion des modèles économiques, il faut aider. Et c'est vrai que les agriculteurs ont un tel rôle dans les paysages et les éleveurs qui doivent vraiment se reconvertir, carrément, changer de modèle, ça prend du temps, mais il y a une mission au-delà de la production de denrées alimentaires. Et ça, seule une politique juste, évaluant la justice et la justesse des activités, devrait le faire. Or, on ne le fait pas, parce que ceux qui nous gouvernent sont quand même des gens complètement hors sol, et je dis ça pas par démagogie, mais franchement, et il y a une sorte de rapport, quand on pense que le président actuel pense la ruralité à la lumière de ce que raconte Thierry Coste et les chasseurs. Non mais moi ça me fait pleurer, je vous assure. Donc vraiment, parce que la campagne c'est pas ça. Et il y a vraiment, aujourd'hui, il n'y aura pas de travail pour les urbains, pour tout le monde. Il va falloir changer l'organisation du travail, qui est le secteur majeur. C'est pas les productions, la reconversion du type d'économie que nous avons, c'est global et c'est majeur. Mais ça veut dire que les campagnes n'ont pas être des lieux d'externalisation, et on présente, c'est vrai, les paysans comme des gens qui veulent toujours, qui sont jamais contents. Donc là, je trouve qu'il y a un mépris de la classe politique. Et pourquoi on va faire le terrain du fascisme? Parce que ces élites politiques ne parlent plus, ne s'adressent plus aux autres. Alors là, il faut relire Mendes France, il faut lire tout ça, Amélie Steele. Donc, ce qui vient d'être évoqué, il y aurait une voie dans laquelle on pourrait aller de discussion, c'est la référence au fascisme. Moi, je me rappelle que souvent la question animaliste a été associée au mouvement fasciste, et l'argumentation que vous venez d'esquisser, Corinne Belluchon, nous fait renverser en fait ce vieux et faux paradigme à mon sens. Mais Léopoldine Charbonneau, vous voulez rebondir sur la question de la politique, et après l'animateur aura une autre question à poser. Juste par rapport aux incitations, il y a eu des très très fortes incitations à industrialiser. Et donc avec des subventions, avec des aides, des accompagnements, évidemment le modèle peut changer. Il faut juste le vouloir. Et quand on voit effectivement la PAC, on est en train de commencer à retravailler à la prochaine PAC, il y a eu des améliorations à la marge, mais c'est minuscule. Et les montants qui sont dédiés à l'amélioration du bien-être animal, ils sont minuscules. Et on a beaucoup de marge. D'autres pays le font plus, et on peut encore aller plus loin. Donc il y a l'incitation, c'est évident, il faut un revenu, il faut qu'il y ait une capacité à vivre de ça, et une incitation à sortir d'un modèle qui est dans l'impasse. Alors j'avais une question à poser à Brigitte Gauthier dans une direction très différente. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la démarche de l'abattoir à la ferme défendue et pratiquée par notamment Stéphane Dina. Alors c'est une question sérieuse. Faudra poser la question inverse, du coup. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai entendu, j'ai dû froncer un peu les sourcils au moment où on parlait d'élever et de tuer les animaux avec compassion et respect. J'ai beaucoup de mal à concevoir qu'on puisse
tuer avec respect quelqu'un qui avait encore sa vie à vivre et qui ne voulait pas mourir. Maintenant, je crois que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de se concentrer sur les initiatives telles que ce que peut faire Stéphane Dinard et d'autres qui sont dans des modèles plus réduits d'élevage. Là, aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est effectivement l'élevage de masse, aussi bien l'élevage terrestre que l'élevage aquatique, avec son corollaire, l'abattage industriel, et que c'est là qu'il faut concentrer nos forces. Mais ce serait vraiment bien d'assimiler que, enfin, en tout cas d'être d'accord que quand on tue quelqu'un volontairement, de façon prématurée, sans son accord, on ne peut pas parler de respect. On peut parler qu'on essaye de le faire de façon la plus brève, la plus rapide possible, mais on ne peut pas dire qu'on est en train de le respecter dans ce cas-là. Merci. Peut-être un mot de Stéphane Dinard, et puis après des questions dans la salle. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on dit quelqu'un, alors jusqu'à présent, j'ai tué personne, aucun être humain, mais les animaux d'élevage qui sont affiliés à leur destination, c'est la consommation même. Et donc moi, je fais quand même la part des choses de ce côté-là. J'ai fait ces choix-là. D'ailleurs, par rapport à ça, je dois passer devant le procureur, ça fait 2 ans que je suis en attente. Et ça ne pose pas de problème, pour moi c'est une belle tribune pour continuer à défendre les choix que j'ai faits. Et je voudrais rappeler aussi, c'est qu'au niveau de notre environnement, de la bactérie au plus gros mammifère, il y a les mangeurs et les mangés. Voilà. C'est-à-dire, pardon. Eh bien, il y a les mangeurs et les mangés, tout le monde est prédateur de quelqu'un. Merci. Brigitte Gauthier, bien sûr. Je pense que c'est effectivement une vision un petit peu différente. Le cercle de considération morale qu'on a aujourd'hui comprend théoriquement l'ensemble des êtres humains. Cette sphère de considération morale, c'est du coup les individus dont on considère que leurs intérêts doivent être défendus parce qu'ils comptent pour eux. En fait, cette frontière, elle est arbitraire, elle est basée sur, puisque nous on est les humains, tiens, on s'est mis dedans, voilà, puis les autres, ils doivent rester dehors, et puis du coup on peut s'autoriser à les utiliser, à les tuer, tout ça, et puis on a des bons arguments. D'abord, on fait ça depuis longtemps. Et puis d'abord, c'est pas comme nous. Et puis d'abord, on a tout un tas d'arguments qui en fait n'ont aucun sens avec la discrimination dont on parle. En fait, il faudrait mieux qu'on regarde le point commun où on a la sentience en commun, c'est-à-dire cette capacité à ressentir des émotions, cette envie de vivre qu'on peut avoir, cette envie de vivre bien, pour nous, mais pour nos proches aussi. Donc voilà, oui, pour les antispécistes, les autres animaux sont peut-être différents de nous, mais c'est des individus à part entière qu'on peut appeler quelqu'un. Derrière quand même un accord sur ce qu'il faut faire à court et moyen terme pour changer des pratiques industrielles qui sont insupportables, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains et les paysans, entre autres, eh bien, il y a quand même un débat philosophique qui, lui, n'est évidemment pas tranché et ne le sera en tout cas pas aujourd'hui. On discute un petit peu avec la salle. Alors, il y avait d'abord une question là-bas, je vais essayer de les voir. Alors, monsieur avec un chapeau, voilà. Devant, il y avait une autre. Attendez, je vais essayer de faire un ordre. Bon, ça sera monsieur. Est-ce que je vois une autre main? Là-bas, ça sera madame qui la remue. Et puis, on refera un autre tour après ces 3 questions. Donc, monsieur et madame, soyez brefs et concis comme nos orateurs pour qu'on puisse bien avancer dans les 24 minutes qui nous restent. Allez-y, monsieur. Bonjour, donc moi c'est Fabien de Poule House. On a créé une initiative pour produire des œufs sans tuer les poules à aucun moment de leur vie. Et j'ai beaucoup aimé la partie de la discussion sur les politiques qui ne montent pas à bord de la transformation. Et je pense qu'il y a un acteur qu'il faudrait essayer d'activer davantage, c'est le consommateur.
Et on a été plusieurs à en parler ici, mais on ne l'a pas défini en tant que tel. Aujourd'hui, le consommateur peut impulser une transformation si on arrivait à coordonner les achats en direction de produits qui sont plus éthiques ou à l'inverse en direction de boycott. Et le mix des deux devrait permettre une transformation. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune coordination, je trouve, insuffisamment de coordination qui soit orientée en direction de certains business qui apparaissent sur les alternatives végétales, sur des produits comme les nôtres. Les associations sont puissantes aujourd'hui pour susciter l'intérêt, éveiller la prise de conscience. Les politiques ne rattrapent pas ça parce qu'ils ne considèrent pas de l'autre côté que ça a un impact électoral suffisamment fort. Les industriels le rattrapent comme ils le peuvent, mais finalement de façon un peu superficielle. La question, est-ce que les associations présentes ici, ou peut-être Mme Péchon, ont un avis sur la puissance du consommateur en tant que tel comme clé de la transformation du rapport à la cause animale? Merci, c'est clair, monsieur. Devant, allez-y, parlez. Je m'appelle Antoine Gutschel, je viens de la Suisse, je suis avocat et depuis une trentaine d'années, je m'occupe de la cause animalière. Quand je compare les débats au niveau global sur la cause animalière, je me rends compte que seulement en France, il y a une idée fixe. Et l'idée fixe, c'est Descartes. Donc, il n'y a pas de débat sans que quelqu'un cite Descartes. Pour l'instant, c'est vous, hein. Non. Vous n'avez pas fait attention, cher monsieur. Alors, on parle de Descartes et on donne l'idée qu'on devrait se délibérer de Descartes. Et quand on parle de Jeremy Bentham de 1789, Because they can suffer, on doit protéger les animaux puisqu'ils peuvent souffrir. La même année, un philosophe danois, Smith, qui disait on doit protéger les animaux puisqu'ils sont, ils ont une dignité. C'est pour ça que la Constitution suisse prévoit qu'on doit protéger les animaux non seulement contre la douleur et la souffrance, mais aussi dans leur dignité. Et quand on parle de Franz Bock et tout, donc il y a beaucoup de philosophes qui sont beaucoup plus animal friendly, beaucoup plus reliés à la cause animale. Et j'ai comme l'idée que quand on parle de Descartes, c'est comme une sorte d'excuse et pour cimenter, donc pour fortifier la position française en disant c'est comme ça, c'est lui, comme quand même le père du code Napoléon de 1804. Alors, je faisais référence à Descartes dans le débat actuel. Donc, M. Chapoutier, qui avait cité le philosophe Descartes, va répondre, si madame, vous voulez bien laisser M. Chapoutier répondre à cette interpellation amicale mais directe. M. Chapoutier va répondre rapidement, et non pas en 3 quarts d'heure. J'ai parlé de Descartes. Si j'étais compris comme défendant Descartes, j'étais mal compris. En le citant. Mais donc, on a aussi rappelé qu'il y avait des gens comme Jeremy Bentham qui avaient aborder sa question d'une manière totalement différente. Madame, allez-y, ensuite on répondra et on fera un autre tour de questions. Allez-y, merci. Deux questions très précises. La première, comment arrêter la publicité mensongère? Parce que les conditions d'élevage n'ont rien à voir avec la publicité et cela n'aide en rien le travail ni des spécialistes ni des associations qui n'ont pas les budgets pour contrecarrer plusieurs minutes de télévision par jour. Et c'est là pour les petits enfants, parce qu'au milieu des cartons, des dessins animés. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, pourquoi ne pas avoir en France un secrétaire d'État chargé exclusivement soit de la condition animale, soit de la protection animale, afin d'avoir au moins un interlocuteur capable de recevoir toutes les associations, tous les spécialistes, tous les philosophes qui sont références en France pour le monde entier et que ce gouvernement ne reçoit pas. Alors, merci. Donc, on avait 2 questions et un commentaire. La question à nos orateurs. Non, une question à nos orateurs. Comment donner de la puissance aux consommateurs pour peser dans le débat actuel? Comment arrêter par ailleurs la publicité mensongère? Et pourquoi il n'y a pas de secrétaire d'État aux animaux en France? C'est parce que le micro est sur la table. Ah, on peut mettre par terre? Non, il faut le tourner dans le sens. c'est un peu la même question. Alors, qui veut répondre? Secrétariat d'État, rapidement. D'abord, un secrétaire d'État, hélas, il n'a de pouvoir que si
son ministre dont il dépend lui en donne. C'est-à-dire, sinon c'est un alibi. Donc évidemment, ça veut dire, et en France, un ministère c'est différent. Mais un secrétaire d'État, il ne signe pas les décrets, etc. Regardez les textes. Alors finalement, s'il dépend d'un ministre qui est convaincu par la cause animale, bon, il fera des choses, il y aura des missions. Mais c'est quand même, hélas, son statut est assez fragile. Et de toute façon, malheureusement en France, le pouvoir présidentiel est tel, et on l'a vu avec Nicolas Hulot, on est quelques-uns ici à le connaître bien, à lui avoir parlé souvent cette année. Il n'a pas pu faire grand-chose, en tout cas il a été bloqué sur ce sujet en particulier. Donc on voit bien qu'en France, malheureusement, pour qu'une cause en politique, concrètement, que ça devienne transversal, que ça modifie, que ça devienne un volet, si vous voulez, qui soit vraiment important, il faut vraiment convaincre. Rappelons-nous que l'abolition de la peine de mort, portée effectivement par le charismatique et très juste Badinter, n'aurait pas réussi sans l'accord, l'aval de François Mitterrand qui s'était engagé à cela. Hein. Bon. Donc pareil pour l'avortement, puisque Jacques Chirac et Giscard avaient été quand même derrière Simone Veil, et ça n'enlève rien évidemment à l'importance de son engagement à elle. Donc voilà, ça c'est vraiment... je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer dans ce contexte difficile, il faut effectivement que les consommateurs prennent leurs responsabilités et effectivement pèsent, orientent l'économie, parce que l'économie est un poids majeur, et pas seulement dans l'alimentation, la mode, hein, puisque les animaux sont... La mode, c'est le deuxième pollueur du monde, et puisqu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, hein, la laine, par exemple, il y a plein de... McCartney ne fait pas de laine, elle n'utilise pas la laine des moutons, mais elle ramasse la laine existante déjà dans tous les vêtements qui existent. Bon, il y a plein de choses, le cuir d'ananas, ça marche très bien, il y a plein d'alternatives, mais peu le connaissent. Et la première mission de quelqu'un qui veut vivre dans une démocratie, c'est de penser par soi-même, disait Kant, mais c'est aussi de s'informer. Hein. Puis il faut avoir le courage après de s'engager, l'autonomie c'est ça. Et je finirai seulement, les publicités mensongères, c'est pareil, il y a une distorsion de la communication qui est constante, notamment sur la cause animale, mais pas seulement, avec la vache qui rit, etc. Bon. Mais je crois que tout ça, c'est quand même aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et au travail des associations, il me semble que les jeunes et les très jeunes le savent. Donc ça, et juste une dernière chose, quand on dit, ça c'est pour monsieur, en France on est obsédé par Descartes, alors en plus Descartes c'est quand même pas le bad boy absolu, parce que c'est quand même pas un anthropocentriste, hein. Seul Dieu est cause finale, hein. On ne peut pas considérer que le monde a été fait pour nous, voir les principes de la philosophie, excusez-moi je fais la prof mais je peux rien, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des philosophes qui essaient de travailler dans leur coin. La générosité, c'est ça, c'est de voir quand même ce qui se fait de bien dans un pays. Il n'y a pas que des crétins qui disent que les antispécistes veulent se marier avec leur chat. Hein. Même si l'autre est leur chat. Hein. Mais voilà, il y a quand même la générosité, la profondeur. De toute façon, nous gagnerons. À long terme, nous gagnerons. Alors, peut-être Léopoldine Charbonneau sur la question du rôle des consommateurs. Et si on a un mot sur la publicité mensongère aussi, peut-être. Oui, alors moi je suis presque assez triste qu'on soit obligé finalement d'aller informer les consommateurs. Comment ça se fait qu'il y ait tout un tas de produits qui soient réprouvés par tout le monde, quasiment 99%, sauf les quelques producteurs qui en tirent profit. Et qui sont encore disponibles dans les rayons. Voilà, donc s'adresser aux entreprises, s'adresser aux politiques, ça devrait être leur rôle d'aller là-dessus. Maintenant, s'adresser aux consommateurs pour les influencer dans leurs actes d'achat, dans les actes de boycott. Aujourd'hui, ceux qui ont l'influence sur eux, c'est les publicitaires, avec des budgets de publicité qui sont mais infiniment supérieurs à même la somme de tous nos budgets réunis. Hein. Juste Interbev, c'est 29 millions d'euros de budget de communication, c'est même pas leur budget de fonctionnement. Charal, c'est 17 millions d'euros. Donc vraiment, on est tout petit, mais en tout cas, informer le consommateur, bah, c'est tout ce qu'on essaye de faire les uns les autres, voilà, avec les moyens qu'on a. La puissance du consommateur, moi aujourd'hui, je la vois comme assez minime finalement, même sur la question des œufs. Ça fait longtemps qu'il y a le marquage maintenant, depuis 2004. Si ma mémoire est bonne, il a fallu qu'on fasse des campagnes massives pour que les gens percutent qu'est-ce que ça veut dire une poule dans une cage, ce qu'elle vit, etc.
Ensuite, sur comment arrêter la publicité mensongère. Vaste programme aussi. L'autorité de régulation de la publicité, la RPP, quand on regarde ses membres, c'est des industriels. Donc autrement dit, ça va vraiment être difficile d'obtenir quelque chose. Nous, on avait posé des plaintes auprès du jury de déontologie publicitaire, notamment sur la question du foie gras, où on avait des producteurs du Sud-Ouest qui communiquaient sur canard heureux, canard savoureux. On a remis en question le fait que les canards soient heureux, notamment d'être gavés, avec des études scientifiques à l'appui montrant que justement le gavage était fortement préjudiciable au bien-être des animaux, pour être léger sur les termes, n'est-ce pas? Et pour autant, ils n'ont pas été... alors c'est juste une incitation, en plus ils n'ont pas été incités à retirer leur publicité. Enfin, voilà, il n'y a même pas un truc pour publicité mensongère, c'est juste un avis qui est émis. On ne peut pas faire condamner réellement en justice sur la publicité mensongère aujourd'hui, malheureusement. Merci. Si, on peut, on a jamais Alain réussi. Bougrain-Dubourg dit juste un petit mot, alors allez-y. Juste un mot très rapidement. Vous vous rappelez cette publicité dans le métro où on voyait une femme avec derrière soit un loup, soit un ours, c'était les prédateurs. Eh bien, nous sommes intervenus, la LPO, on a pu faire condamner la démarche. Non mais à la RPP, au jury des déontologies. Oui, mais ils avaient le droit de vous dire on s'en fout. Ils avaient le droit, mais ça a bougé. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a la campagne actuelle sur les chasseurs qui disent les meilleurs écologistes de France, et ils ont été obligés, vous me direz, c'est pas énorme, mais ça bouge, d'ajouter un point d'interrogation. Allez, merci Alain Bougrain-Dubourg. Ce que je disais, c'est que c'était pas contraignant, c'est-à-dire qu'ils ont le choix, ils peuvent dire je ne tiens pas compte de la vie. Alors merci. S'il vous plaît. Qui travaillaient pour les violences sexuelles, toutes on écrit pour dire que c'était pas normal qu'on se prenne aux animaux et qui montraient les femmes victimes et que par contre l'homme soit représenté par un animal. Donc alors, on avait toutes les associations des femmes qui ont écrit pour la même chose. Il y avait un mot de Léopoldine Charbonneau par rapport à la question, et après je pourrais reprendre deux questions. Madame là-bas et Monsieur tout au fond là-bas, et on ira vers la conclusion. Léopoldine Charbonneau sur la question des consommateurs et de la publicité. Alors, nous, on pense vraiment effectivement que les consommateurs ont un rôle. C'est vrai qu'on passe plutôt par les entreprises pour les faire bouger. On a un guide, par exemple, du consommateur responsable pour s'y retrouver dans les labels, par exemple. Même si vous êtes motivé à choisir un label, à choisir un produit issu d'un élevage plus respectueux, même intéressé, même informé, c'est difficile. D'où notre demande d'étiquetage du mode d'élevage, qui au moins donne pas forcément une information exhaustive, mais au moins une information de base. Et même ça, c'est difficile à faire passer. Donc clairement, au-delà de la publicité, il faut déjà une information dans le point de vente plus claire. Juste pour en revenir par rapport au bien-être animal en France et des cartes, moi j'ai eu des échanges avec des personnes dans des groupes des interprofessions ou des rendez-vous au ministère, où on dit ouais mais le bien-être animal, il y a un bien-être animal à la française. Et que tous les scientifiques ou tous les philosophes, ah mais c'est des anglo-saxons, non à la française c'est différent. Et par ça on veut dire minimiser ce que c'est que le bien-être animal et le fait à la rigueur dans la protection, bien traitance, si on est très ambitieux. Donc il y a quand même des inerties très fortes, on s'accroche à un petit monde quelque part dans ces pensées-là. Merci. Alors très rapidement, une question ici, et Monsieur tout là-bas, allez-y. D'abord, pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la publicité, je vous confirme que l'autorisation de la publicité, c'est un groupe qui est un groupe de lobby qui vient d'interdire d'ailleurs la campagne de MSF, qui ne dit rien d'inexact, mais simplement ça met en péril les intérêts des laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est un exemple, il est très rare d'avoir gain de cause devant vous. Mais le pouvoir du consommateur me fait des conférences là-dessus. On n'entend rien. Quelle est votre question en fait, madame, s'il vous plaît? Très rapidement. Le pouvoir du consommateur, il est réel en termes de class action, en termes de boycott, il est extrêmement important. J'ai fait pas mal de conférences et tout là-dessus, ayant été dans le milieu de la publicité. Ma question était, d'abord, je voulais juste revenir sur la personne. Alors, je rappelle très rapidement que dans les cirques, avant, les Noirs, les Inuits, toutes les personnes que nous ramenions de nos colonies étaient considérées comme des animaux, et les femmes il n'y a pas longtemps. Donc c'était aussi des choses, et qu'a priori, les animaux sont des êtres vivants avec des choses. Et non des choses. Donc je pense que le qui et la personne, est de rigueur. D'autre part, je me demande si on ne devrait pas ne pas laisser déserter le territoire de l'école
où effectivement les chasseurs sont... Je suis une Française de l'étranger et moi je me souviens qu'effectivement à l'école primaire, en CP, j'ai le WWF qui est venu faire des conférences et nous sensibiliser à ça. Et je pense que laisser les lobbies comme Interbev, comme effectivement les chasseurs et tout venir là, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je pense que aussi il y a eu des études américaines qui viennent de sortir maintenant et qui montrent que le lait chocolaté, un Américain sur 5 pense que ça vient d'une vache qui est marron. Donc c'est pour vous montrer le problème. Oui, non, on n'est pas très loin. D'accord, merci. Et on donc, a la question de l'école. Non, je suis voilà, le temps est compté maintenant. Et monsieur, tout au fond là-bas, allez-y là. Un effet pervers concernant notamment sur la question de la condition animale. Les industriels, bien entendu, ne changeront qu'à partir du moment où il y a du fric à faire. Il ne faut pas se tromper. Mais actuellement, il se prépare de certains industriels qui ont compris la question notamment de la condition animale, etc. Des publicités vont apparaître d'ici quelques mois en vous disant que vous pouvez maintenant manger notre viande parce qu'elle a été élevée dans le bien-être. On a eu le même phénomène avec le bio. Rappelez-vous, le Donc bio, la question s'il vous plaît. Aujourd'hui, des grands magasins, des grandes surfaces qui n'ont jamais été bio, font du bio, et vous allez avoir cette offensive. Vous pouvez manger de la viande, vous pouvez manger ceci, parce que nous avons respecté le bien-être de l'animal du début jusqu'à la fin. Ce sont des publicités que nous allons avoir, ce genre de marketing, dans les mois et au minimum de 2-3 ans qui arrivent. D'accord, merci. Alors peut-être la lumière est éteinte, ce qui est un signe que le temps court. Peut-être une question rapidement sur la réponse rapide sur l'école. Brigitte, vous voulez... Sur l'école, effectivement, c'est un terrain à prendre. Nous, on vient de lancer la démarche L214 éducation. Donc on a un site avec du matériel à disposition des enseignants et on a Dominique Hauer qui se déplace dans les écoles et qui va effectivement inciter les enfants à l'empathie vis-à-vis des animaux. Alors il n'a pas... avec L214, on a quand même un discours très militant. Quand il se déplace dans les écoles, il sait très bien que les enfants, à la fin, ils rentrent à la maison et ça va être une discussion avec papa-maman. C'est juste aussi maintenir la curiosité des enfants, maintenir cette empathie qu'ils ont vis-à-vis des animaux et leur donner les pistes pour pouvoir continuer à être justement empathique avec les animaux en présentant l'éthologie, etc. Merci. Et ensuite, manger un animal heureux. Effectivement, on a déjà des pubs, les poulets qui dangent le French Cancan et j'en passe et j'ai des meilleurs, parce que les industriels sont très conscients que les gens aspirent à manger des animaux qui ont été heureux et si possible qu'ils se sont suicidés tout seuls. Bon, voilà, donc ils vont essayer de rassurer les consommateurs et ça va être le rôle pour nous, associations, de démonter les discours, voilà, et ce sera très très dur, mais c'est déjà très très dur et pour autant on a créé quelques brèches. Un mot à Corinne Pauluchet qui m'a promis d'être très brève. Il y aura un mot. Merci. Pique. Ah oui, non, mais vous avez raison. Non, moi je dirais que c'est la confiance, parce qu'on ne peut pas penser qu'il y aura une évolution majeure, profonde, difficile, et contre les lobbies et toutes les forces de la destruction qui travaillent contre nous, si on ne fait pas confiance aux acteurs. Non seulement, effectivement, aux personnes, à leur intelligence, à leur bon sens, il faut s'adresser à l'intelligence, au bon sens des personnes, absolument, à leur cœur, le lever, les émouvoir, et aussi aux industriels. Parce que moi, la leçon que j'ai tirée des quelques rendez-vous qu'on a eus, eh bien, c'est aussi, ou même dans la mode, puisque j'ai fait des choses avec des designers, c'est que justement, certes, ils ont beaucoup d'intérêt, mais quand même, ils comprennent. Ils sont ouverts parce que pour gagner des clients à vie, ils comprennent les évolutions, les tendances. Et il y a quand même la créativité humaine, c'est aussi quelque chose. Il n'y aura pas de réorientation du sens de l'histoire si on ne fait pas appel à la créativité, à l'intelligence, à l'imagination. Pas seulement à la peur, à la dénonciation, etc. Donc ça, faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Et juste une question finale à laquelle je vais vous demander de répondre par oui ou non. Parce qu'un des intérêt, me semble-t-il, de ce débat, ça a été l'accord que vous avez tous pour aller dans un certain sens et articuler la question animale à la question écologique générale. Est-ce que demain, vous allez à la manifestation pour le climat dans la ville? C'est prévu si je peux. Moi, je fais pas trop de manifs. Je fais beaucoup de choses, mais demain, j'ai du travail, donc je vais rester en petit intello coincé chez moi à travailler. Moi, je vais à la campagne.
Et moi, je retourne sur ma ferme. Merci à toutes et à tous. Merci aux orateurs.